Bonsoir à tous, bienvenue sur Team Sport, donc l'émission, comme vous le savez, 100% sport qui décrypte pour vous l'actualité sportive, votre émission préférée en restant humble, bien évidemment. Donc vous l'avez sans doute remarqué dès à présent ce soir, édition particulière avec un comité assez réduit par rapport à d'habitude. Donc je suis donc en compagnie ce soir de mon ami Tony Casaligno. Bonsoir à tous. Et bonsoir Alexis, mon ami aussi également. Bonsoir à tous, bonsoir Tanguy. Donc ravi de vous retrouver, messieurs, pour cette nouvelle édition de cette émission. On en profite aussi pour saluer nos amis donc Victor Pétou et Antoine Ancien. Salut les gars. Qui ne sont pas présents ce soir et à qui on adresse une dédicace et en espérant les retrouver le plus vite possible. Voilà. Tout à fait. Et avant de commencer, messieurs, je souhaite d'abord à saluer cette émission née en novembre, qui fête aujourd'hui sa 10e édition. Voilà, je vous en avais pas parlé avant. Mais 10e épisode déjà, ça me passion. Voilà, bravo messieurs, et c'est toujours un honneur de la faire avec vous. Voilà. Mais plaisir partagé. Donc amoureux ou amoureuses de sport ou bien simples visiteurs passagers, vous êtes les bienvenus sur Team Sport et vous avez bien raison pour reprendre les mots de notre ami Antoine. Donc messieurs, sans plus attendre, on va commencer donc par le football avec Tony, donc la Coupe de France hier. Tout à fait, et avant-hier. Coupe de France, c'est ça. Hier avant-hier. Donc mardi commençait la première des demi-finales de cette saison, édition 2022 de la Coupe de France, à l'Allianz Riviera de Nice, où les Aiglons accueillaient les joueurs du FC Versailles, premier de son groupe en National 2. Avec un excellent match d'Amine Gouiri qu'on peut noter à la 48e minute, une magnifique reprise en demi-volée sur un bon centre de Jordan Lotomba, l'arrière droit de Nice, puis le récital de Gouiri qui nous régale avec une roulette suivie d'un petit pont, mais magnifique, allez voir ce chef-d'œuvre, avant de donner un caviar à Kasper Dolberg, le Danois qui conclut à la 73e. Donc Nice qualifié pour la finale et qui sera rejoint par le FC Nantes. Les Canaries, auteurs d'une très belle performance après avoir éliminé l'AS Monaco à la Beaujoire, après un but de Maripane à la 12e minute pour les Monégasques. Sidibé marque contre son camp à la 22e. Les Nantais qui remontent à la 74e par Moutoussamy, avant d'être rattrapé par le néerlandais Boadou qui marque à la 76e pour Monaco. Le match est donc terminé au tir au but et le FC Nantes se qualifie en finale après 22 ans d'attente et leur dernier sacre de Coupe de France en 2000 contre le club de Calais à l'époque et les Nantais s'étaient imposés de 2-1. Les Nantais du coup, donc comme des fous, je ne sais pas si vous avez vu le match hier, mais le stade de Beaujoire à la fin du match était plein à craquer, les fans sont venus sur le terrain tellement c'est historique pour eux, c'est magique et ça fait plaisir de voir du vrai football comme ça où les fans sont attachés à leur club et ça fait plaisir de voir ça, même si on n'est pas forcément supporter nantais, mais c'est le football et ça fait toujours plaisir. Donc voilà, le rendez-vous le 7 mai normalement pour la finale au Stade de France. Les Aiglons contre les Canaries, qui est votre favori? Dites-nous dans les commentaires, et vous avez-vous un favori les gars? Pour moi c'est Nice parce qu'ils sont quand même sur une meilleure lancée en Ligue 1 depuis que Galtier est arrivé et depuis leur recrutement aussi cet été quand même, on peut dire qu'ils sont sur une grosse dynamique, donc même si Nantes est sur une bonne saison en ce moment, ils sont 7e, donc c'est pas mal pour eux quand même par rapport aux saisons précédentes. Je pense que Nice reste favori malgré tout. Tout à fait, je pense aussi, ouais. Je pense à Nice. Nice a l'air quand même en forme, comme tu l'as dit avec Galtier. Donc je vois pas ce qui peut les empêcher. Après Nantes, on sait que aussi, ça fait très longtemps qu'ils ont pas joué une finale pareille. Donc faut voir ce que ça va donner. Moi je pense que Nice a tout, en tout cas tous les atouts pour battre Nantes. Avec un Amine Gouiri d'ailleurs, c'est impressionnant. D'ailleurs j'aimerais bien voir vos impressions aussi sur Amine Gouiri parce que c'est Amine Gouiri pour moi il est très très bon. Je pense Nice a intérêt de le retenir la saison prochaine, à moins qu'il se qualifie en Coupe d'Europe, et il y a moyen qu'il reste, mais pour moi l'année prochaine, à moins que Nice se qualifie, il devrait tenter un club qui joue l'Europe et confirmer, pourquoi pas peut-être plus tard. Il a la prétention, je pense, il est prétendant pour être appelé en équipe de France. Il a le potentiel, donc qui continue de s'avancer, il joue très bien et il a un très grand talent. Qu'est-ce que tu en as pensé toi Alexis de la prestation? Je suis d'accord avec Tony, pour le coup il a prouvé que c'était un des joueurs qui était capable de faire la différence dans cette équipe de Nice là et en Ligue 1 en général, même si là c'était de la coupe. Il est quand même assez jeune, donc il peut avoir un bel avenir. Après c'est à lui de prouver parce qu'il est quand même sur le début de sa carrière, mais c'est prometteur. Il a montré une belle facette de ses qualités en tout cas hier soir, donc on verra ce que ça donne en finale, mais un bon petit joueur à surveiller. Ouais, complètement. Et on rappelle aussi du coup pour le FC Nantes, 22 ans après, qui vont rejouer une finale
de Coupe de France après leur victoire contre l'AS Monaco. Donc une victoire 4-2 du coup, et tir au but. 4-2 au tir au but avec un... On peut remarquer que durant cette Coupe de France et depuis quelques matchs, là, Nantes bénéficie de 2 bons gardiens. Tout d'abord Alban Lafont, qui, on le rappelle, on en avait parlé la semaine dernière, après le match contre le PSG, qui avait fait un sacré match face à Paris, et voilà, qui s'est imposé comme un vrai rempart. Et les Nantais qui ont pu compter sur ce match en Coupe de France contre Monaco sur leur deuxième gardien, Rémi Descamps, formé au PSG, et qui a sa chance en tant que second gardien avec Nantes. Donc le coach Comboiré lui a laissé sa chance en Coupe de France, et il s'en est plutôt pas mal sorti. Déjà, si Nantes s'est qualifié, c'est aussi un peu grâce à lui, puisqu'il a arrêté un penalty, il me semble, contre Monaco lors de la phase de tir au but, le premier. Il arrête pas celui de n'importe qui, celui de Ben Yedder, le capitaine. Donc belle performance de ce gardien, donc à voir par la suite. On peut saluer aussi le beau parcours de Versailles. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bien sûr, un club de National 2. National 2, c'est la 4e division française. C'est un très beau palmarès pour eux, qui continue comme ça. En plus, ils sont premiers de leur groupe de National 2, donc ils visent aussi la montée en National. Ouais. Voilà, moi personnellement, en tant que supporter de Chartres, mon petit club qui est 3e derrière, j'espère qu'ils vont les rattraper. Mais bon, voilà, ce serait beau aussi de voir Versailles, pourquoi pas en National, et peut-être l'année prochaine, qui sait, ils vont peut-être revenir avec cette envie et de recommencer. Comme tu l'as dit, c'est la magie de la coupe un petit peu, parce qu'une équipe de National 2 en demi-finale, c'est quand même pas attendu à la base, mais ils ont su tirer leur épingle du jeu malgré des bonnes équipes en face. Donc je trouve que c'est une très très belle performance, d'autant plus qu'ils sont premiers, donc ils vont certainement monter, même si c'est pas fait, hein, attention. Donc une belle saison pour eux, je pense. Ils doivent être très très satisfaits déjà de leur saison avec cette demi-finale. Tout à fait. Comme tu l'as dit, l'engouement, la Beaujoire qui fait extrêmement plaisir à voir, un stade rempli. Une ferveur monumentale qui fait plaisir à voir. Digne d'une équipe anglaise, j'ai envie de vous dire. Oui, complètement. Donc merci Tony pour cette rubrique Coupe de France. Tu as un mot à dire encore? Non, non, je sais qu'Alexis voulait faire un récap sur les scores. Ouais, t'inquiète, pardon. Il n'y a pas de souci. Donc on t'écoute Alexis, donc les résultats des coupes à l'étranger, donc en Angleterre, en Espagne. On commence par l'Italie. Ouais, alors comme tu l'as dit, du coup, il n'y avait pas que de la Coupe de France hier, il y avait un petit peu de Coupe d'Italie, notamment il y avait la demi-finale aller du coup de la Coppa Italia entre la Fiorentina et la Juventus Turin du coup. Et la Juve s'est imposée 1-0, donc un score assez étriqué qui laissera l'opportunité aux deux équipes de se qualifier en finale pour le match retour, donc on verra ce que ça donne. Alors que du coup avant-hier, l'autre demi-finale aller qui opposait du coup les deux équipes de Milan, l'AC et l'Inter, s'est soldé par un match nul 0-0, donc un petit peu décevant compte tenu de l'animosité qu'il y a entre les deux clubs. Donc les portes de la finale restent ouvertes aux 4 équipes, donc on verra ce que ça donne pour les matchs retour en Italie. En Angleterre, hier, il y avait de la FA Cup, avec notamment 2 des favoris, Liverpool et Chelsea. Liverpool qui s'est imposé 2-1 malgré une équipe largement remaniée quand même contre Norwich. Et Chelsea qui s'est imposé 3-2 contre Luton Town, avec des difficultés quand même, et heureusement que Lukaku est sorti du banc pour aller mettre le but salvateur pour Chelsea, parce que c'était pas facile, malgré les divisions d'écart entre les deux équipes, c'était avec difficulté pour Chelsea. Donc voilà pour les résultats en Angleterre. Il y aura ce soir un autre match de Cup pour Everton, les Toffees du coup qui affrontent Boreham Wood, qui est une équipe de 3e division, donc abordable pour eux. Il y avait aussi des matchs en Espagne du coup. Alors tout d'abord il y avait la demi-finale retour de la Copa del Rey entre Valence et Bilbao hier. Valence qui s'est imposé 1-0 et du coup qui rejoindra la finale. Et il y avait aussi un match de Liga en retard entre la Real Sociedad et Mallorca. Mallorca qui n'est pas en forme en ce moment, contrairement à la Real Sociedad qui s'est du coup imposé 2-0 à l'extérieur. Voilà pour les matchs un peu d'hier soir. Et ce soir, du coup, il y aura un autre match de coupe entre le Real Betis, qui est sur une très belle saison en Liga, contre le Rayo Vallecano. Voilà pour le football européen en coupe
récemment. Le Real Betis qui fait une très bonne saison, on va dire à propos de la saison du Betis. La saison extraordinaire est portée par un excellent Nabil Fekir, je tiens à dire cette saison, et moi je pense qu'il y a des chances qu'il soit appelé en mars avec l'équipe de France. Deschamps, il aime bien convoquer des joueurs qu'il a déjà eu par le passé et il aime bien leur donner des chances. C'était le cas notamment avec Moussa Sissoko un temps où il le prenait souvent. Et là, je vois bien réitérer avec Nabil Fekir. Pourquoi pas le revoir en équipe de France, ça ferait plaisir. Après, ça fait combien de temps qu'il est plus revenu en équipe de France, Nabil Fekir? Ça doit remonter quand même 2018-2019 quand même. C'est ce que j'allais dire. C'était pas 2-3 ans, blessures. Ah non, il a joué la hein. Coupe du Monde. Après, il me semble que c'était pas un match contre le Portugal où il s'était blessé. Et après, ça avait flanché. C'est peut-être ça. Peut-être, c'est possible. Mais en tout cas, ça ferait plaisir de le revoir en équipe de France. Complètement. Avec Benzema, un duo, pourquoi pas Fekir Benzema, ce serait On verra intéressant. On avait aussi du coup Milan-Inter avec un Giroud un peu mécontent à la fin de ces matchs, c'est avec une faute, un beau plaquage d'un défenseur de l'Inter. Oui, Qu'est-ce que vous en tout à pensez, fait. on va dire? Je pense qu'on parlait d'équipe de France et Giroud malheureusement n'en fait plus partie, mais il fait quand même une bonne saison cette année avec le Milan AC et il peut être mécontent parce que pour le coup il subit cette faute-là, mais bon, c'est le football, ça arrive. C'est vrai. Et la Juventus, un peu en difficulté quand même face à la Fiorentina. La Juventus, c'est poussif cette année, très poussif. Et là, je pense que le recrutement de Vlahovic fait quand même du bien devant parce que offensivement, c'est quand même un peu moyen cette année, j'ai envie de dire. Même si ça reste la Juve, c'est quand même une bonne équipe. C'est dommage qu'il n'ait pas marqué quand même. Je vois bien qu'il marque la Fiorentina, son ancien club. Mais ouais, du coup, Ça aurait été beau. c'est poussif pour la Juve, mais ils prennent un léger avantage pour le match retour. Donc on peut supposer qu'ils vont se qualifier, même si la Fiorentina est bien revenue cette année, alors que l'année dernière c'était très très compliqué et pas loin de la relégation. Ouais, mais retour, attention, à domicile pour la Juventus. Donc pour moi, la qualification est fort probable pour la Juve. Et ça serait positif quand même qu'ils gagnent cette coupe-là, parce qu'en championnat ils sont plutôt largués, donc ça ferait au moins un trophée dans la saison pour eux, ce qui n'est pas négligeable à mon avis en ce moment. Angleterre aussi, du coup, pour revenir sur ces propos, avec un très beau match de Lukaku avec Chelsea. Chelsea qui a quand même réussi à aller gratter la victoire malgré l'annonce aussi qui a eu lieu du coup à propos d'Abramovich, on reviendra plus tard. Alors je sais pas si ça a perturbé un petit peu les joueurs, mais en tout cas c'était pas un match facile pour eux. On sait que du coup Abramovich va certainement vendre le club malgré tout ce qu'il a apporté en Angleterre avec Chelsea. Ils ont gagné, je pense qu'ils ont assuré l'essentiel, ils passent au prochain tour et je pense que c'est l'essentiel pour les gros clubs en FA Cup à ce stade de la compétition là. Voilà, Abramovich, excuse-moi. Non, vas-y. Un mot sur Abramovich. Abramovich, qui va quitter le club, qui a annoncé la vente du club, du coup, un petit rappel. Un petit rappel de son palmarès avec Chelsea. Abramovich à la tête du club, c'est 5 Premier League, 5 FA Cup, 3 League Cup, 2 Community Shield, 2 Ligue des Champions, 2 Ligue Europa et une Coupe du Monde des clubs. Franchement, un très très bon palmarès pour un président et je pense que les fans peuvent être très contents de l'avoir eu et ils peuvent peut-être le regretter. J'espère pour eux qu'ils vont avoir un meilleur président. Des rumeurs comme quoi le prochain président pourrait être, enfin le prochain acheteur de Chelsea, ce serait Conor McGregor, le combattant de MMA. Je sais pas si vous avez entendu cette rumeur. J'ai entendu parler de la rumeur. Ouais. Il a mis un post un petit peu au second degré, je pense, sur Twitter où il disait Chelsea incoming, je crois, quelque chose comme ça. Donc, quelque chose comme ça, mais ce sera intéressant, pourquoi pas, de voir Conor McGregor débarquer avec son petit costume à Stamford Bridge, avec sa démarche là. Pourquoi pas, à voir, affaire à suivre. On en reparlera dans Team Sport au moment venu. En tout cas, d'après les rumeurs, il semblerait qu'il devrait recevoir 3 offres de rachat d'ici la fin de semaine. Donc, ce qui est quand même assez important sur l'espace d'une semaine. Donc, on verra ce que ça donne, mais je pense qu'il y aura un repreneur assez rapidement pour Chelsea, qui est quand même une équipe en forme et qui est le récent vainqueur de la Ligue des Champions. Tout à fait. Et puis c'est un club historique en Angleterre et dans le monde. Donc, voilà. Abramovich, un passage réussi du coup à Chelsea avec un gros palmarès. Est-ce que c'est un peu l'exemple que devrait avoir peut-être sans doute le Paris Saint-Germain ou d'autres grands clubs qui ont été rachetés ces dernières années? Ouais, tout à fait. Surtout qu'Abramovich, il a eu sous ses ordres, du coup, il a su attirer des gros joueurs aussi. Je pense notamment à Eden Hazard, Didier Drogba. Il a eu d'excellents joueurs, d'excellents coachs. Mourinho, Conte, si ce n'est que, et Tuchel qui a fait très bonne saison, surtout les dernières. Voilà, après le PSG, on espère depuis quelques années, depuis le début de l'ère QSI surtout la Coupe d'Europe va se concrétiser. Donc voilà, pour attirer les stars, Paris a réussi, hein, Messi, Neymar, Mbappé. Si je ne parle que d'eux.
Comment ? Et bien d'autres, on va Et dire. bien d'autres, voilà, si je ne parle que d'eux. Donc à voir. Maintenant, l'objectif de Paris, au niveau national, ils ont tout gagné. L'objectif parisien, ça va surtout être au niveau un peu plus européen et international, pourquoi pas avec la Coupe du Monde des clubs, mais d'abord pour ça, il faut gagner la Ligue des Champions. Et le PSG, on espère pour le foot français, qui débute plutôt bien avec un match aller gagné 1-0. On le rappelle, on en a parlé la semaine dernière, face au Real Madrid. On espère qu'ils vont se qualifier. Surtout que, avec les affaires entre la Russie et l'Ukraine, le stade pour la finale des champions sera le Stade de France. Ça devait être le Saint-Pétersbourg qui devait accueillir la finale des champions. Finalement, ce sera le Stade de France, donc une motivation en plus, pourquoi pas, pour les Parisiens. Bien, merci pour ces informations. Tony, un mot à dire encore, Alexis, peut-être ? Non, je pense qu'on a dit l'essentiel On a fait l'essentiel. à ce sujet. Si peut-être juste un mot, j'en avais parlé la semaine dernière à propos de Marco Verratti, qui avait été convoqué par la commission de discipline de la Ligue de football après ses propos contre l'arbitrage lors du match FC Nantes-PSG, qu'ils avaient perdu les Parisiens 3-1. Voilà, il avait commenté l'arbitrage et a été convoqué du coup par la commission de discipline, et il s'en est bien sorti plutôt avec un match de suspension à compter du 8 mars, donc il ne sera pas disponible pour la rencontre face à Bordeaux par exemple au Parc le 13 mars. Ça va, Bordeaux qui est actuel dernier de Ligue 1, je pense que Paris n'a pas besoin de Verratti forcément pour battre Bordeaux. J'espère pour eux en tout cas, mais pourra disputer la rencontre contre la GC Nice ce samedi. Très bien, merci messieurs. Donc on va passer à présent au rugby avec l'équipe de France qui nous fait vibrer en ce moment dans le tournoi Destination, en tête de son groupe, 3 points devant l'Irlande et l'Angleterre. Donc un match face à l'Écosse ce week-end remporté par l'équipe de France 36-17 avec des essais signés Willem C, Falater Mofana, Ficou, Danti et Penaud à 2 reprises. Côté écossais, on a eu 2 essais, du coup un signé par Darge et l'autre par Van der Merwe. Donc une très très belle prestation côté français, hein. La France qui continue à montrer un visage qu'elle n'a plus depuis très longtemps et qui nous laisse peut-être penser au Grand Chelem. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs ? Je pense que c'est probable, c'est même fort probable, vu comment ils sont partis les Bleus depuis les 2-3 premiers matchs qu'ils ont commencé lors de ce tournoi, et l'Angleterre et le Pays de Galles, c'est les 2 adversaires qui nous restent, et je pense que c'est fort probable. Ils commencent très bien, ils sont les favoris, clairement. On a tout pour gagner, une très bonne équipe, de très bons joueurs, et voilà, j'espère pour le 15 de France que nous allons faire le Grand Chelem, ça serait beau. Je suis un peu plus mesuré que toi dans le sens où il reste quand même 2 matchs, c'est 2 équipes qui peuvent être pièges, donc je pense que c'est largement faisable comme tu le dis pour l'équipe de France en ce moment, parce qu'on a une belle équipe et un bon coach surtout qui nous a remis sur le devant de la scène quand même, il faut le dire, mais ça ne sera pas des matchs faciles, donc il va falloir les jouer, et le papier, on est favori sur le papier, c'est une chose, mais il va falloir prouver sur le terrain. Il faut toujours se méfier, bien sûr, c'est clair. C'est vrai qu'on peut saluer quand même le travail de Fabien Galtier et de tout son taf avec Raphaël Ibanez notamment. Aussi Antoine Dupont, hein, toujours aussi exceptionnel. Vous avez vu du coup la passe décisive qu'il a fait ce week-end, on en parlait avant. Il a encore embrayé. Incroyable, c'est incroyable Dupont, et voilà, qui continue sur cette lancée, ça fait du bien à la France, et après il n'y a pas que lui, mais que l'équipe de France continue comme ça c'est beau. Surtout qu'en plus on est gagné en Écosse. Une terre sur laquelle on n'a plus gagné, Antoine nous l'avait dit, depuis un bon moment. On n'est plus gagné depuis 2014. Donc ça fait plaisir de débloquer, on va dire, pas un record, mais cette petite anecdote. En tout cas, on les a battus sur leur terrain. Donc pour moi, je pense qu'ils sont capables de s'imposer contre l'Angleterre et Pays de Galles. Ça va peut-être pas être facile, comme tu disais, Alexis, mais ça reste possible. Ouais, je pense que c'est probable. On va tout faire, enfin on va y croire en tout cas. Je pense que ils sont bien partis, donc il faut juste pas se prendre les pieds dans le tapis, et ça devrait On sera marcher. devant avec une bonne bière et un bon cornet de frites. Donc les Français qui joueront le Pays de Galles avant de jouer l'Angleterre, les Anglais qui joueront avant l'équipe de France, du coup les Irlandais. Un classement du coup encore assez serré entre l'Irlande et l'Angleterre, comme j'ai dit, qui sont à 11 points derrière la France avec 14. L'Irlande quand même un danger qui reste assez à prendre au sérieux encore. Donc je pense que pour l'équipe de France, il faudra très certainement aller chercher le Grand Chelem si on veut s'assurer du coup la victoire, parce que l'Irlande est une nation qui nous a montré par le passé qui a été très forte, très régulière. C'est vrai. Donc voilà pour les 6 nations. Des résultats top 14, Alexis ? Ouais, comme tous les week-ends, du coup, il y avait du top 14. Tout d'abord, Lyon qui s'est imposé 34-15 contre Biarritz. Lyon qui est donc 3e.
Pau a perdu contre La Rochelle à domicile 16-22. Le Racing 92 a gagné 45-25 à Castres. Clermont, c'est le gros score du week-end, a battu Perpignan 52-12. Brive s'est imposé contre Toulon 17-10. Montpellier a gagné contre le Stade Français 30-3. Et enfin, la petite surprise, je ne sais pas si on peut parler de surprise, mais Bordeaux-Bègles, le leader, qui s'est fait battre par Toulouse 12-11. Donc score très serré, mais Toulouse qui, du coup, brise sa mauvaise série et bat le leader, du coup. Une belle opération pour eux, malgré leur méforme du moment. Actuel 6ème du top 4. Au classement, du coup, j'allais y venir. Bordeaux reste leader devant Montpellier 2e et Lyon 3e. Voilà notre top 3 et devant du coup le Racing 92, Castres et Toulouse. Je citais que les 6 premiers, je pense. Et en termes de relégables, du coup, les 2 derniers sont Biarritz et Perpignan. Ouais, Toulouse qu'on attendait quand même un petit peu plus en forme cette saison, qu'on annonçait comme favori début de saison et aujourd'hui qui sont 6e, donc aux portes des qualifications pour la phase finale de la saison qui délivrera du coup le bouclier de Brennus. Petite déception, Toulouse, Tony peut-être. Toulouse, ouais. Ils déçoivent par rapport à leur saison dernière notamment. Voilà, l'année dernière ils avaient remporté, il me semble. Trophée. Le bouclier, oui. Le bouclier, c'est eux qui l'ont remporté. Et il me semble. Attends, je vérifie quand même. Et tu vérifies quand même. Hop. Si, 2019, champion Toulouse. Ouais, c'est ça, c'est bien ça. 2019. Donc ils avaient été champions en 2019, donc, et puis ils ont déjà été champions à plusieurs reprises, notamment en 2012 et 2011. Donc voilà, ça déçoit un peu. Ils ont l'habitude d'être parmi les favoris, pas cette année pour la part avec une mauvaise phase à passer, mais bon, pourquoi pas revenir plus fort la saison prochaine et au moins continuer après sur cette lancée après cette victoire contre Bordeaux notamment et s'inspirer de cette victoire pour essayer de grappiller encore des points au podium et puis après si jamais ils atteignent au moins la 5e place, on va dire, ce serait déjà pas mal. Le Toulouse qui a bien remporté du coup le bouclier de Brennus 2021. On passe maintenant au sport automobile sans plus attendre. Donc on le rappelle, ce week-end, le retour des sports automobiles avec le MotoGP qui revient donc en force, c'est le Grand Prix du Qatar sur le circuit de Losail avec notre champion en titre français, comme on l'a évoqué la semaine dernière, Fabio Quartararo, qui aura gros à jouer cette saison avec sa Yamaha. On rappelle un petit déficit moteur de la part de Yamaha par rapport à leurs homologues Ducati. Donc on va voir ce que Fabio Quartararo a fait. En tout cas, on sait que son talent n'est plus à démontrer, mais il aura quand même fort à faire face au Ducati de Francisco Bagnaia, Jack Miller ou encore Johan Zarco, l'autre français qui roulera chez Pramac motorisé du coup par Ducati. Et les essais libres pour ceux qui veulent les regarder, qui débuteront dès demain, à suivre du coup sur Canal+. Autre nouvelle sport automobile cette semaine, un nouveau contrat pour Max Verstappen qui a signé jusqu'en 2028. Un petit mot, Tony ? C'est normal, c'est logique, il est actuel champion. Voilà, donc Red Bull veut le garder, veut le prolonger, c'est tout à fait normal. Après, combien il va gagner ? Exactement. 50 millions par saison. 50 millions par saison, c'est énorme. C'est énorme, en effet. Mais bon, après, voilà, c'est l'actuel numéro 1, donc c'est compréhensible de la part de Red Bull. Après, mettre autant, je ne sais pas si ça vaut le coup. Même si pour moi, ça reste l'avenir de la F1 actuelle et je pense qu'il va garder sa place de numéro 1 pendant encore quelques années sur les prochaines saisons. Donc à voir ce que ça va donner. Si c'est un bon investissement ou pas, je pense que oui quand même pour Red Bull. Donc on va voir. Un petit mot sur Max Verstappen, Alexis ? Il est très très jeune quand même, donc déjà le prolonger pour 5 ans c'est forcément une bonne opération. Ouais. Après en termes d'argent, je ne sais pas exactement quels sont les dessous de ces cash prize là et finalement est-ce que c'est rentable de mettre autant sur lui, mais je pense que si Red Bull le fait c'est que ça se justifie. En tout cas ça sera certainement une bonne opération pour eux parce qu'il est dans la forme de sa vie, j'ai envie de dire. Enfin, après, il peut encore s'améliorer, hein, mais c'est l'actuel champion, comme l'a dit Tony. Donc, on perd pas grand-chose à investir sur le dernier champion en général. Et comme l'a dit Max Verstappen, d'après ses propos, maintenant, il s'agit de garder ce numéro 1 sur la voiture le plus longtemps possible.
Voilà, et puis il a dit qu'il aimait beaucoup cette équipe et que la saison dernière a été simplement incroyable et on comprend avec ce premier titre. Donc on lui souhaite voilà, un maximum de titres. Pourquoi pas aller rattraper les grands champions comme Hamilton et Schumacher. À voir. On le sait en Formule 1, il y a des pilotes payants, comme par exemple je pense à Nikita Mazepin qui payait sa place chez Haas. Max Verstappen n'est pas un pilote payant, mais c'est un pilote qui rapporte énormément avec tout ce qui est marketing, tout ce qui est produits dérivés. Donc au final, 50 millions par saison, c'est beaucoup vu de l'extérieur, mais je pense que Red Bull a largement réfléchi à ça, et je pense que du coup Red Bull sait qu'ils auront beaucoup de bénéfices à tirer de Max Verstappen. Donc, moyen comme à long terme au final. C'est ça. La saison de la confirmation, comme vous l'avez dit, qu'est-ce que vous attendez de Max Verstappen vous cette saison? Une petite question que je vais vous poser. Moi j'ai envie de voir s'il va confirmer son statut de numéro 1. Alors maintenant reste à voir avec les nouvelles normes de F1, avec des nouvelles voitures. Pour l'instant, comme on a vu lors des essais de Barcelone notamment, c'est plutôt Ferrari et Leclerc qui semblaient se détacher lors des qualifs, des essais, pardon. Et du coup, reste à voir ce que Red Bull va être capable de faire avec Verstappen. On le rappelle du coup des essais hivernaux, une deuxième séance d'essais hivernaux à suivre du coup à partir du 10 mars prochain sur le circuit de Bahreïn. Puis ensuite directement dès le 18 mars prochain, le premier Grand Prix à suivre sur le circuit de Sakhir à Bahreïn, encore une fois. Maintenant, place du coup au Grand Prix de Russie en Formule 1, toujours et encore. Une annonce qui est tombée hier. Il me semble que du coup la Formule 1 ne roulera pas en Russie, qui a brisé son contrat avec la Russie. Un petit mot à ce propos, les garçons. Allez, si tu veux pas je pense que c'est dans le cadre c'est dans le même cadre que dans toutes les compétitions sportives internationales. La Russie qui est en train d'envahir l'Ukraine, alors c'est pas du sport, mais voilà quoi. Je pense que c'est un rapport direct, donc bon, on peut pas trop se prononcer du point de vue politique, mais ça me paraît logique compte tenu de ce qui se passe en ce moment de ne pas trop organiser de compétition là-bas ou de faire participer les équipes russes. Donc pour moi ça me semble logique. En plus je pense qu'il y a déjà assez de grands prix dans la saison pour déterminer qui sera le meilleur pilote à l'issue de celle-ci. Donc tant pis pour les Russes, j'ai envie de dire. Sinon ça n'affectera pas beaucoup le monde de la F1 à mon sens. C'est As aussi qui avait un sponsor russe. As qui était sponsorisé par Uralkali, une très grosse banque russe il me semble, et du coup qui a disparu qui a changé de livret, de la As, voilà, qui a changé de livret à cause de ça. On le rappelle, du coup Uralkali qui est dont le père de Mazepin est investisseur du coup dans cette banque-là, il en possède une partie, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait le sponsor Uralkali sur la voiture. C'est aussi le père de Mazepin qui, entre guillemets, grâce à ce sponsor, payait la place de son fils chez As. Et un avenir du coup pour Mazepin qui est maintenant très incertain. On le rappelle aussi du coup Nikita Mazepin qui n'aura pas le droit de rouler en Grande-Bretagne après les annonces qui ont été faites par notre pays outre-Manche, qui interdit du coup tous les ressortissants russes de participer à leurs compétitions sportives en sport automobile. Donc des sanctions qui continuent à tomber au fur et à mesure en Europe. Et surtout les sportifs, on n'en a pas parlé tout à l'heure pour le foot, mais j'y reviens une petite parenthèse, mais le Spartak Moscou par exemple, exclu de l'Europa League, qui devait affronter Leipzig, directement qualifié. Bon, après on s'y attendait que Leipzig se qualifie. Je pense que de toute façon le Spartak n'était pas en mesure de concurrencer Leipzig sur ce match-là, donc bon. Et puis même l'équipe nationale russe qui devrait être absente de la Coupe du Monde. De la Coupe du Monde, et notamment des barrages contre la Pologne qui devait se jouer bientôt. Une bonne nouvelle donc pour la Pologne qui n'aura pas de match à jouer contre la Russie et qui refusait de toute façon de jouer contre la Russie. Donc voilà. On continue sur les sports automobiles avec l'Enduropal du Touquet, une nouvelle un petit peu plus locale. Donc avec la victoire de Milko Potisek qui est son 3e Enduropal du Touquet après une édition assez contestée avec son coéquipier britannique Todd Kellett qui lui a posé des problèmes jusqu'au bout quand même, et le néerlandais Lance van Berkel qui termine 3e de la course. Voilà pour le petit point
sport auto. On peut continuer aussi peut-être sur le sport automobile en parlant d'une nouvelle très triste qui a eu lieu cette semaine, très très triste. Le décès de Jean-Pierre Pernaut qui est donc arrivé tragiquement ce mercredi. Il était âgé de 71 ans et a passé 33 années à animer le journal télévisé de TF1, une idole pour nous tous, pour tous les journalistes en devenir que nous sommes ici, et certainement aussi une idole pour la France entière. Un très grand fan de sport automobile et un très grand monsieur qui nous quitte aujourd'hui. Ouais, il a eu une petite carrière de pilote, lui qui était fan, il aimait bien participer à des petits tournois de voitures, et notamment le Trophée Andros, il me semble. Il y avait participé. Voilà, grand fan de sport et d'automobile. Jean-Pierre Pernaut, c'était un homme, c'était la voix du JT de 13h TF1, c'était comme un tonton de la famille, c'était une personne, je pense, sa mort a touché beaucoup de gens en France forcément, et puis c'était surtout un journaliste de la campagne, lui qui est originaire de Amiens, il me semble, si je dis pas de bêtises, et qui a apporté cette touche de campagne dans le JT de TF1 qui était un peu plus parisien au début, et à partir du moment où il est arrivé, il a tout de suite amené des choses. On pense notamment à sa rubrique sur le terroir et les campagnes de France, voilà, et l'élection du plus beau marché français, du plus beau marché en France, marché du terroir. Donc voilà, un exemple, un modèle. On espère avoir une aussi longue et belle carrière qu'il a pu avoir, et on lui souhaite de bien se reposer là-haut. Ouais, comme tu l'as dit, je pense que tu as tout dit, ou quasiment, mais ouais, une icône française qui nous quitte. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui seront tristes aujourd'hui par ce décès-là, mais bon, c'est comme ça. Merci messieurs, donc on va passer dès à présent aux infos en vrac. On passe rapidement aujourd'hui sur cette émission puisque vous l'avez remarqué, comité réduit, je le rappelle. N'hésitez pas d'ailleurs à interagir avec nous dans le chat. N'hésitez pas, on voit Dubcase d'ailleurs qui nous a envoyé un message tout à l'heure. Vous êtes beaucoup, assez marrant, et on a des petites dédicaces pour notre ami Tony. Voilà. Donc les infos en vrac, Tony, avec le handball. Le handball, l'équipe de France féminine de handball, vice-championne du monde, qui joue ce soir un match de qualification contre la Croatie pour le prochain Euro de handball féminin. Voilà, donc le match est en direct, donc on est à 7 partout entre la Croatie et la France actuelle. Voilà, donc on espère pour les Françaises qu'elles vont gagner, et évidemment qu'elles se qualifient pour cet Euro, qui je pense feront partie des favorites. Je pense que ça devrait le faire. Là c'est le début de match, mais je pense qu'elles vont quand même réussir à se détacher contre la Croatie qui reste l'outsider de ce match-là. Donc ça devrait le faire pour les Français. Après ça reste sur le terrain croate, donc on ne sait jamais, poussé par le public, il y a toujours cette petite magie en plus, à voir ce que ça donnait, mais ouais, je pense que la France en est capable. Et puis on connaît le talent et l'alchimie des joueuses françaises dans le handball, donc on ne se fait pas trop de soucis pour elles. Et puis je pense qu'après ce titre de vice-championne du monde, elles ont la niaque de revenir et de gagner le titre européen bientôt. Autre nouvelle, encore une fois assez triste, du coup, décès d'un rugbyman chartrain en Fédéral 1. Tout à fait. Voilà, une terrible nouvelle pour la ville de Chartres notamment, qui perd un de ses piliers. Voilà, l'équipe de Chartres de rugby qui joue en Fédéral 1 et qui a perdu James Théodore, jeune pilier de 22 ans, décédé à l'entraînement ce mardi, et je tenais à en parler aussi parce que bon, c'est ma ville, mais c'est aussi triste et c'est malheureux qu'un jeune joueur qui a encore toute la vie devant lui, à peine 22 ans, meurt subitement d'une crise cardiaque en plus, donc d'un arrêt cardiaque pardon, donc on espère tout le meilleur pour l'équipe de Chartres qui va forcément être très touchée par cette nouvelle, et beaucoup de courage à sa famille et toute la ville. En effet, toutes nos pensées à ses proches et à sa famille. Une nouvelle qui a chamboulé, qui a réveillé le monde de la boxe cette semaine. Donc, Tyson Fury qui a annoncé sa retraite. Affirme qu'il prendra sa retraite après le combat contre Dana White. Dana White, pas Dana. Non, White. Excusez-moi. Le 23 avril prochain. Voilà, et selon lui, en fait, il justifie cette décision par le fait qu'il n'a plus rien à prouver, tout simplement. Je pense que c'est assez compréhensible de la part du Gypsy King.
Il a dit qu'il comptait profiter, il avait des millions sur son compte, maintenant il veut siroter des pina coladas sur la plage. Et avoir... non, c'est ce qu'il a dit. Et conduire sa Ferrari, donc c'est compréhensible qu'à 33 ans, il prenne sa retraite. Voilà, c'est vrai qu'il a plus rien à se prouver. Après, tout le monde espérait une réunification des titres avec notamment l'Ukrainien Usyk. Donc, ou Joshua, parce qu'il y aura un match retour normalement. Ou Joshua, ouais, un match retour aussi. Mais bon, Tyson Fury, il l'avait battu. Donc, selon lui, il n'a plus rien à prouver. Une décision un petit peu quand même étrange, parce qu'on l'a vu récemment sur les réseaux sociaux aussi, il parlait beaucoup avec Francis Ngannou à propos d'un combat peut-être qui rallierait le monde du MMA et de la boxe, mais bon, au final une annonce un petit peu étrange, inattendue. Après, est-ce que c'est pas une façon aussi de faire monter les prix pour un futur combat contre Joshua ou Usyk, ou éventuellement Ngannou qui match de gala sera incroyable. Un gros combat aussi qui rapporterait certainement beaucoup de millions. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de trash talk contre les deux. Donc. Je pense qu'avec un gros cash prize, il se poserait quand même la question de savoir s'il refait des combats ou non. Mais pour l'instant, c'est une nouvelle assez surprenante. Après, on verra s'il tient ses engagements, parce qu'on le sait qu'il y a beaucoup de sportifs de haut niveau comme ça qui annoncent leur retraite et qui finalement, au bout de quelques mois, reviennent sur le devant de la scène. Donc on verra bien s'il tient cette parole-là. En tout cas, il a affirmé qu'il allait acheter un yacht et profiter de ses 150 millions sur son compte. Donc on verra s'il tient parole ou s'il revient vite dans le monde de la boxe. Alexander Usyk, on le rappelle, ukrainien, qui est obligé du coup de rester et d'aller se battre, entre guillemets, pour son pays. Donc on va voir comment ça va se passer, parce qu'il a une ceinture. Donc à voir comment ça va se passer dans le futur. On espère que tout ça s'arrangera. Tout à fait. Et autre nouvelle triste aussi à propos de l'Ukraine, je reviens rapidement. Le syndicat international des footballeurs professionnels, donc la FIFPro, a annoncé mardi soir le décès de 2 footballeurs ukrainiens dans la guerre qui touche donc le pays. Des décès du coup qui ont touché Vitali Sapilo, âgé de 21 ans, et Dmitro Martinenko, âgé de 25 ans. Donc une nouvelle très triste pour une guerre qu'on espère en tout cas voir s'arrêter le plus vite possible. Tout à fait. Le tennis maintenant avec Daniil Medvedev et les athlètes russes qui peuvent continuer du coup à participer au tournoi ATP et WTA, Alexis. Ouais, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de polémiques autour des Russes en ce moment dû à la guerre du coup contre l'Ukraine. Et pour l'instant, les tennisman russes et tenniswoman russes du coup pourront continuer à exercer leur sport sans trop de problèmes, j'ai envie de dire, dans les grandes compétitions, alors que certains joueurs demandaient que les athlètes russes ne puissent plus concourir dans les grands chelems, et notamment Medvedev du coup qui, on le sait tous, est numéro 1 mondial et un des meilleurs tennisman du monde en ce moment. Moi, je pense que pour le coup, au niveau des tennisman, et sachant en plus qu'a dit Medvedev, je suis pas sûr qu'il mérite d'être exclu forcément des compétitions. Lui, il est plutôt pour un arrêt de la guerre, comme pas mal de sportifs russes d'ailleurs. Donc, je pense que c'est pas forcément justifié lui en tant que personne de l'exclure du tournoi, enfin des tournois, parce qu'il y en aura encore beaucoup qui vont arriver. Donc voilà. Une réaction, Tony ? Oui, alors surtout que maintenant il est prétendant, il est numéro 1. Oui, il est numéro 1 il a pris la place de Djoko, donc voilà, on espère pour lui qu'il ne soit pas, banni dû au conflit Russie-Ukraine, pardon. Mais voilà, si la Russie continue à envahir l'Ukraine, et ben ça me paraîtrait logique. Bon, c'est pas vraiment c'est logique parce que ça reste quand même injuste pour les athlètes, que ce soit un tennisman ou n'importe qui, que ce soit les footballeurs ou quoi, ça reste injuste pour eux de plus pouvoir pratiquer leur sport. Mais si c'est une manière d'essayer de convaincre le gouvernement russe d'arrêter ses agissements, voilà, ça reste une solution. Après, du coup, les athlètes russes risquent de devoir concourir sous bannière neutre, et ça, je trouve que ça serait plutôt une bonne option, parce que ils sont nés russes et donc ils sont impliqués indirectement dans la guerre, mais ils ne sont pas forcément pour ce conflit-là. Donc dans ce cas-là, ça leur permettrait de continuer tout en... Mais Medvedev, ça n'intéresserait pas de représenter la France, non? Parce que ça nous ferait un bon tennisman. Ça changerait quand même pour le tennis français, ça ferait du bien. Et d'ailleurs, en parlant du conflit entre l'Ukraine et la Russie, du coup, Svitolina, l'Ukrainienne, qui a joué contre Potapova, une Russe, qui s'est largement imposée, 6-2, 6-1 sans problème, reversera du coup ses gains tout au long du tournoi
à l'armée ukrainienne. Et elle a dit, je cite, j'étais en mission pour mon pays. Donc preuve que le conflit occupe la plupart des esprits en ce moment. Tout à fait. Engagement total de la part de Svitolina. Tennis toujours, avec une nouvelle du coup qui sera un petit peu favorable pour Novak Djokovic. Ouais, tout à fait. Djokovic du coup qui va profiter de la fin du pass vaccinal qui aura lieu du coup le 14 mars et qui pourra pourquoi pas essayer de revenir sur le devant de la scène. Enfin, il l'a pas vraiment quitté, mais revenir sur sa place de numéro 1 mondial qu'il occupait quand même depuis un moment. À noter aussi la belle performance de Nadal qui s'est imposé au tournoi d'Acapulco ce week-end en gagnant contre l'Américain dont j'ai oublié le nom, c'était Moore je crois. En double, c'est Tsitsipas et Lopez qui se sont imposés là-bas, donc les favoris sont présents. Alors que du coup Zverev était lui exclu comme on l'avait dit la semaine passée pour un geste d'humeur. Donc je pense qu'on va avoir des matchs intéressants bientôt pour le tennis avec du coup le retour en forme de Nadal, Djokovic du coup qui va certainement pouvoir rejouer les tournois importants et du coup Medvedev qui est pour l'instant pas exclu. Donc ça nous promet des bons matchs pour l'avenir je pense. Tout à fait. On va revenir aussi maintenant sur un événement international qui va avoir lieu très prochainement, les Jeux Paralympiques, pardon, avec pour le coup encore une fois une décision du CIO à propos de cette guerre qui sévit en Europe. Que du coup les Russes et les Biélorusses pourront participer aux Jeux Olympiques mais sous bannière olympique. Donc une décision qui semble quand même assez juste pour les athlètes qui n'ont quand même rien à voir dans ce conflit, on le rappelle. Donc voilà pour les infos en vrac, messieurs. Donc maintenant, pas de quiz cette semaine, mais quand même une petite question, parce que nos amis quand même, notre ami Victor Pétou n'est pas présent aujourd'hui et moi je ne peux pas participer puisque j'anime cette émission aujourd'hui. Donc je vais vous poser une question, messieurs, à propos d'un match qui va peut-être vous donner l'appétit prochainement, Real PSG. Une question, connaissez-vous tous les joueurs passés par les deux clubs qui ont joué au Paris Saint-Germain et au Real Madrid? Donc c'est quoi, on se dit un par un? Tony, tu commences. Je commence. Lassana Diarra. Oh non. Au Real et au PSG. On a un Di Maria. Di Maria, c'est bon. Maria, très bien. Sergio Ramos. Keylor Navas. Keylor Navas, c'est J'allais bon. le dire. Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, c'est bon. Sarabia. J'allais le dire aussi. Il y a un petit peu joué au Real, pas beaucoup, mais ça suffit. Jesse Rodriguez. Jesse, très bien. Bien joué, j'y avais pas pensé. Je suis en train de me dire que j'en ai plus. Vous les avez presque tous eus, sauf un, peut-être la balle de match. Moi j'en ai un. Nico Anelka. Nicolas Anelka, oui, en Bien effet. joué. Il m'en restait un. Il en restait un encore. Encore Il en restait encore, monsieur. euh... Alexis, peut-être. Un indice? Tu veux un indice? Vas-y. Anglais. Anglais. Une PSG. icône anglaise. Beckham. Allez Bien joué. Bravo, messieurs. Peut-être la balle de match entre vous deux. Celui qui me donne un entraîneur passé par les deux clubs. Ancelotti. Oh, Ancelotti. bien joué. Il était plus rapide. Non, en vrai, Non, c'était mais plus t'avais du joueur. gagné, t'avais gagné. Merci. Franchement, on va dire égalité, même si Tony, tu as donné un joueur de plus. T'avais gagné. Qualité quand même. Donc voilà. Écoutez, messieurs, on a fait le tour, je pense, pour aujourd'hui. Une édition un petit peu plus courte que d'habitude, vous l'aurez remarqué, puisque on était donc, du coup moins nombreux, je le rappelle. Une édition, du coup, je le rappelle aussi encore une fois, la 10e édition de Team Sport. Tout à Donc fait. merci à tous ceux qui regardent l'émission tous les jeudis soirs avec nous. C'est toujours un plaisir de voir que vous êtes présents, que vous réagissez dans le chat. Ça fait super plaisir. Un petit message de Victor dans le chat, c'est marrant. Salut, c'est Inox, c'est bon, voilà. N'hésitez pas à partager à votre famille, vos amis, vos copains, vos copines, vos cousins, vos cousines, vos voisins, vos voisines, à tout le monde, partagez à tout le monde. Voilà, c'est une émission avant tout pour le partage du sport. Qu'est-ce que je raconte? Je sais pas. C'est ça. Je sais pas ce que je raconte, mais bref, voilà, nous ça nous fait plaisir d'animer cette émission, la 10e déjà, et c'est loin d'être fini. On espère continuer encore longtemps, et pour cela on a besoin de vous. On espère que vous allez nous suivre encore longtemps, et voilà, on vous embrasse. Un petit mot, Alexis, pour la Ouais, 10e. comme l'a dit Tony, c'est une émission de passionnés, de coup faite par des passionnés pour les passionnés. Donc si vous êtes passionné ou que vous connaissez des gens qui aiment le sport,
n'hésitez pas à les inviter à partager cette émission-là avec nous et à prendre du plaisir tous ensemble. Tout à fait. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Donc merci messieurs d'avoir été présents ce soir pour cette émission. Et écoutez, la Team Sport, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir.